Donc, bonjour à toutes et tous. Un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire d'animation de l'appel à projet Nouvelle coalition d'acteurs, secteur eau et assainissement en Afrique francophone, porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et les agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. Petit rappel technique pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'un replay. De fait, l'ensemble des caméras sont désactivées et on vous demande d'être vigilant et de bien couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Par ailleurs, pour ce qui est des questions, on vous invite à les poser directement via le chat de ce Teams. Isabelle Robert de Resacop s'en fera le relais dans les temps de questions-réponses. Voilà, on ne va pas donner la parole aux participants dans le cadre de ce webinaire, également pour fluidifier les échanges, le temps imparti aux questions-réponses et également faciliter le replay post-webinaire. Voilà, un grand merci à tous du coup pour le respect de ces règles de webinaire. Et puis, un très bon webinaire à tous, à toutes et tous. Donc, le sujet qui nous concerne aujourd'hui est la thématique de ce webinaire est la qualité de l'eau pour assurer un service d'eau potable. C'est la thématique technique qui a été choisie pour animer ce deuxième webinaire d'animation de l'appel à projet. Le premier avait lieu en décembre et portait sur l'utilisation de l'énergie solaire dans le cadre également de l'accès à l'eau. Pour ce qui est du programme, donc on a, alors je m'excuse, on a un programme assez dense avec une rapide présentation des trois structures qui ont initié ce webinaire, puis une présentation par la région du présent appel à projet avec un petit temps de questions-réponses qui suit. Ensuite, on aura une présentation faite par le PSO sur les questions techniques de la qualité de l'eau dans le cadre d'un service d'eau potable, suivi d'un petit temps de questions-réponses. Et puis enfin, sur la deuxième partie du webinaire, on va avoir des pitchs projets de la part d'ONG et des pitchs solutions de la part d'entreprises, toutes intéressées à candidater au présent appel à projet et en recherche d'éventuels partenaires. On aura, on espère, encore un petit temps de questions-réponses à la toute fin du webinaire en guise de clôture. Je me présente, je suis Iris, je suis en charge de Coexist, qui est l'incubateur des projets partenariaux ONG Entreprises. On fait partie des trois structures qui ont pour mission notamment d'animer cet appel à projet et d'accompagner les acteurs qui souhaitent y candidater. Donc, Coexist, on se situe vraiment sur l'amont des partenariats ONG entreprises, c'est-à-dire qu'on a toute une méthodologie et des ressources pour vous accompagner à monter en compétence sur les partenariats, comment s'y prendre. Et puis, on est aussi là pour vous aider à trouver un partenaire via notamment une communauté de pratique qui aujourd'hui recense plus de 170 membres ONG entreprises intéressés par ces partenariats de co-construction ONG entreprises. Je laisse la parole à Isabelle pour présenter Resacop. Merci. Isabelle, est-ce que tu as un souci pour activer ton micro? Ok. Lucie, est-ce que... Normalement, c'est tout bon maintenant. Merci. Isabelle, est-ce que tu peux retenter? Là, Oui, ça fonctionne, merci. parfait. Donc, Isabelle Robert, je suis chargée de mission à Resacop. Resacop, c'est un groupement d'intérêt public qui est un réseau régional multi-acteurs en région Auvergne. On s'adresse à la fois à des associations, des ONG, des collectivités territoriales, des entreprises,
pour améliorer, échanger sur des projets de solidarité internationale et de coopération internationale. On est implanté donc sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a pour mission donc d'accompagner, d'informer, de sensibiliser, de former et de mettre en réseau les acteurs du territoire sur des projets de solidarité internationale et d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. Voilà, on est aussi un acteur qui accompagne ceux qui le souhaitent pour répondre à cet appel à projet, plutôt dans la gestion de projets de manière assez générale et pour de la mise en lien. Voilà. Je vais passer la parole au PSO, à Anna. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Anna Sanchez. Je travaille au programme Solidaritéo. Le programme Solidaritéo, on est aussi une association qui anime, qui accompagne un réseau d'acteurs qui interviennent notamment sur la thématique spécifique au assainissement. Donc, on va y avoir cette casquette un peu plus technique et spécifique à toutes les questions qui vont être liées à l'eau et l'assainissement dans notamment les pays en développement. On accompagne donc l'appel à projet. On travaille en partenariat avec les RESACOP, les coexistes, vous avez bien compris. Mais on va pouvoir mieux vous aider si vous avez une question technique. Et on a également une connaissance assez fine, assez détaillée sur les pays d'intervention, les pays qui sont éligibles à l'appel à projet. Donc, on va pouvoir également vous mettre en lien avec voilà, aussi bien les autorités dans les pays. On a certains réseaux dans certains pays qui nous permettront de faire ça. Et du coup, on anime également un réseau d'acteurs en France avec qui on pourra aussi vous mettre un lien. Donc, en fait, on a pas mal de ressources finalement à votre disposition. On a une base de données, on a des guides méthodologiques qui vont aussi pouvoir vous servir, qui sont en libre service. Donc voilà, encore une fois, il faut nous solliciter si vous avez des questions peut-être plus techniques. Si vous avez des questions plus précises, concrètement, notamment sur la question de l'eau potable et l'assainissement, les contextes institutionnels dans les pays. Voilà. Merci Isabelle et Anna. On va sans attendre passer la main à la région pour présenter l'appel à projet et le lancement de cette nouvelle édition. Noémie, je vous laisse la parole. Alors, Ou, voilà, sur le tour de parole, pardon. c'est moi qui vais démarrer. Donc, c'est une intervention qu'on va porter à deux voix. Hein, donc, je suis Anne-Sophie Douza. Je travaille au sein du service francophonie et développement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés du coup de Noémie. Nous avons toutes les deux pour mission voilà, de participer au renforcement de la francophonie économique au sein de ce service. Voilà, nous gérons ensemble aujourd'hui cet appel à projet. Alors, si on peut déjà avancer sur la page des objectifs. Donc cet appel à projet, il a été initié il y a à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. On a déjà pu donc accompagner un certain nombre de projets au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso. Donc voilà, projets qui sont aujourd'hui en phase de mise en œuvre et dont on va pouvoir commencer à tirer des premiers enseignements dans les mois et années qui viennent. Les objectifs de cet appel à projet sont en premier lieu d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations. Cet appel à projet est porté par les agences de l'eau qui interviennent au titre de la loi Oudin, qui permet du coup une action forte des organisations dans ce domaine de l'accès à l'eau pour les populations. Donc, c'est aussi une priorité qui a été très fortement mise en avant par nos régions partenaires en Côte d'Ivoire. Celles-ci étant aujourd'hui quand même beaucoup impactées par une évolution climatique avec des problématiques du coup d'accès et de sécurisation de cet accès à la ressource en eau qui s'est renforcé ces dernières années.
Donc voilà, le premier objectif, c'est vraiment porter une action pour un accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations. Le deuxième objectif poursuivi est de contribuer au renforcement de la francophonie économique au moyen donc de ce développement de coalitions d'acteurs entre ONG et entreprises. Si on peut passer à la slide suivante. C'est vrai qu'on observe effectivement que sur la zone Afrique francophone, si on a une vraie densité et importance en fait de partenariats et de projets initiés par dans le cadre de coopération décentralisée ou de projets portés par des ONG, on observe que sur cette même zone, les échanges en fait portés par les entreprises demeurent, eux, encore faibles. Le chiffre est de 3,5%, hein, quand on regarde la part des exportations, effectivement, qui est tournée vers cette zone Afrique francophone, on est sur un chiffre de 3,5%. Donc, il y a un vrai enjeu à favoriser l'internationalisation des entreprises régionales pour contribuer à cette dynamique économique et au développement de l'emploi de part et d'autre. Le deuxième enjeu, c'est de permettre aux entreprises d'avoir une approche plus responsable sur ces zones qui sont des zones en développement, de façon à veiller vraiment à la durabilité des solutions qui sont déployées au travers de ces projets. Et autre objectif, c'est d'intervenir tout particulièrement en soutien à l'amorçage de projets. C'est vrai qu'on a observé qu'il existe un ensemble de dispositifs qui permettent de porter des projets, je dirais, importants à grande échelle, mais l'élément qui manque, c'est souvent le moment des études de définition ou du lancement du projet à petite échelle. Donc, ce que l'on regroupe au terme de cette dénomination d'amorçage. Et on a souhaité du coup cibler tout particulièrement cet appel à projet sur ces phases initiales. Par contre, il nous semble aussi important de réunir les conditions pour un déploiement à large échelle et que l'appel à projet puisse être aussi mobilisé à ce moment-là. C'est qu'on observe aussi beaucoup d'initiatives réussies, mais qui malheureusement ne parviennent pas à passer à l'échelle. Donc, la méthode qui est vraiment retenue et promue et que l'on souhaite promouvoir donc au travers de cet appel à projet vise à favoriser l'émergence de nouvelles coalitions d'acteurs entre pouvoirs locaux, ONG et entreprises. Cette coalition doit permettre notamment de promouvoir des solutions plus innovantes, mieux adaptées au contexte du pays d'intervention pour faire face à des besoins clés en Afrique francophone et notamment donc en réponse à cet objectif de développement durable et l'ODD 6. Si on peut avancer, voilà. Donc cet appel à projet s'adresse à des associations basées en France qui souhaitent porter ou qui portent déjà une action dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mais qui, dans tout état de cause, ont une connaissance fine voilà, de leur territoire d'intervention et donc une capacité voilà, à porter une action structurée et dans la durée. On observe une certaine complexité quand même dans ce développement de partenariats ONG-entreprises et on a trouvé, je dirais, logique et pertinent d'exiger un minimum de nombre de salariés. Donc, il y a un seuil qui a été fixé à 3 salariés voilà, pour garantir la capacité d'intervention de l'organisation. C'est vrai que ce qu'on observe au moment du dépouillement de l'appel à projet, c'est vraiment la capacité globale de l'entreprise et du consortium qu'elle a pu nouer autour d'elle pour assurer du coup cette capacité à déployer une action structurante dans ce domaine de l'eau et de l'assainissement. Et l'appel à projet donc invite l'association à se positionner en tant que chef de file donc d'un consortium d'acteurs économiques,
mais aussi animatrice d'une dynamique de partenariat de territoire à territoire. Alors, je vais revenir un peu sur chacun de ces mots pour bien être explicite. Le Ce consortium économique, donc, il vise à réunir donc un certain nombre d'entreprises, entreprises françaises, mais aussi entreprises africaines. C'est vrai que la pérennisation des solutions passe souvent par un développement de partenariats d'entreprise à entreprise, notamment pour assurer la maintenance, pour permettre l'installation et pour apporter une solution au meilleur prix. Le Donc voilà, c'est un point important. On ne s'adresse pas qu'aux entreprises françaises. Donc, le 2e point, c'est que ce consortium peut être aussi ouvert vers les pôles, clusters ou associations de développement économique qui permettent une irrigation un peu plus large et une ouverture un peu plus large vers les autres entreprises régionales. On est attentif au fait que cet appel à projet permette de porter une action plus particulièrement vers les petites et moyennes entreprises, hein, les TPE, les PME, les petites et moyennes industries, mais aussi les entreprises de taille intermédiaire qui ont un potentiel plus important en termes de recherche-développement et donc d'innovation et aussi en termes d'internationalisation. Donc, on est ouvert à toutes ces cibles d'entreprises, y compris les grands groupes, avec peut-être une vigilance sur le fait que le grand groupe ait un effet d'entraînement, hein, vers de plus petites entreprises. On est aussi attentif, à la posture de ces entreprises et au fait qu'il y ait une approche qui se veut responsable. Dans les critères, il est nécessaire d'associer au minimum une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, pour répondre à un intérêt réciproque, voilà, et avoir un effet d'entraînement sur notre territoire régional. Alors, pourquoi cette notion, qu'est-ce qu'on entend par cette notion de démarche de territoire à territoire? C'est vrai il est très important que le projet porté par une association le soit en bonne concertation avec les pouvoirs publics et en bonne cohérence avec les schémas qui ont pu être établis au niveau territorial. Donc on demandera notamment avoir une expression claire de l'intérêt de ces autorités locales qui garantissent la bonne prise en compte de ce territoire et la bonne cohérence avec ces schémas de développement. Le On est aussi, tout à fait excusez-moi. On est aussi, on souhaite aussi que cet appel à projet puisse, avoir un effet un peu d'entraînement sur les dynamiques de coopération décentralisée. Et on considère que le fait que ce projet s'inscrive dans un partenariat de coopération décentralisée est aussi une garantie en termes de durabilité. Donc ce n'est pas un critère obligatoire, mais c'est un élément qui est considéré comme un élément positif, voilà, qui contribue à la qualité et à l'intérêt du projet proposé. Donc un cofinancement d'une autorité publique du territoire, hein, d'intervention est exigé. On reviendra sur ces aspects-là ultérieurement. Alors, quelques exemples ici d'axes de travail en collaboration entre ONG et entreprises dans le domaine de l'eau. Ils sont là juste à titre d'exemple, hein, ce sont des illustrations que l'on a pu tirer des précédents travaux, des projets déposés. Le, donc, on a au niveau du tissu économique régional des ressources en ingénierie, hein, des bureaux d'études en hydrologie, des bureaux d'études en environnement qui peuvent participer au renforcement donc des solutions déployées localement. Des entreprises aussi qui travaillent sur les solutions de télémétrie pour permettre un suivi automatisé des niveaux d'eau. Des systèmes et solutions sur la détection des fuites et donc la réparation préventive des réseaux
des entreprises qui ont travaillé sur l'amélioration de l'environnement du compteur pour à la fois en assurer la sécurité, la fiabilité et voilà, et permettre une meilleure facturation du service de l'eau. Des entreprises qui ont développé des solutions naturelles sur le traitement des eaux usées. Slide suivante. Des solutions sur le pompage solaire ou sur l'analyse des traitements de l'eau, le par IV ou autres solutions qui peuvent notamment cibler les communautés isolées. Des solutions aussi pour alimenter en énergie renouvelable des installations d'eau potable. Des solutions de kiosques multiservices qui permettent, par cette approche, une meilleure viabilité économique du service de l'eau, et aussi des solutions de stockage. Hein, donc voilà, ces listes ne sont pas du tout exhaustives, mais elles vous sont données à titre d'exemple. Je voulais aussi revenir sur la notion d'innovation. Donc l'appel à projet, je dirais, n'a pas vocation à vraiment expérimenter et porter des solutions très innovantes dans un contexte africain. L'idée, c'est plutôt de permettre le déploiement de solutions qui sont aujourd'hui connues, qui sont éprouvées et que l'on pense pouvoir adapter dans un contexte africain. Donc, on a observé effectivement que les associations de développement ont une connaissance fine du terrain, des besoins, du contexte d'intervention et que le dialogue entre ces associations et les entreprises peut permettre vraiment d'adapter de façon très pertinente les solutions aujourd'hui développées, en s'intéressant notamment aux enjeux de maintenance, de gestion, à la question du besoin d'intrants. Donc voilà, la notion d'innovation doit vraiment être appréhendée dans le contexte du pays d'intervention et pas dans un contexte, français. On est aussi attentif à permettre une politique par petits pas. Donc voilà, de porter en 1er lieu des études, préparatoires pour une bonne définition, du besoin, des solutions, de l'environnement à déployer pour permettre une durabilité de ces solutions. Permettre aussi donc au travers de cet appel à projet, l'achat des équipements et la réalisation des travaux nécessaires pour, mettre en œuvre un 1er démonstrateur ou un déploiement, un dispositif, à l'échelle d'un territoire un peu d'expérimentation et pouvoir porter aussi au travers de cet appel à projet toutes les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires pour assurer la durabilité de ces solutions. Donc à la fois les actions de sensibilisation des populations en amont, mais aussi les actions de formation ou de structuration des acteurs pour une bonne gouvernance. Cette politique des petits pas, voilà, c'est qu'on vous invite aussi à travailler par étapes, porter les études, expérimenter la solution à petite échelle et ne pas oublier, voilà, être aussi présent, cette solution ayant fait ses preuves, voilà, réunir les conditions pour un déploiement à large échelle. Ce déploiement à large échelle, par contre, il porte vers des plus grands bailleurs, je dirais, que ne le sont les agences de l'eau et la région. Mais il y a, voilà, il y a aujourd'hui des acteurs tels que l'AFD ou la BPI qui portent voilà, et qui ont des solutions et des outils qui peuvent être mobilisés pour suivre ces opérations en collaboration entre ONG et entreprises. Donc, je vais laisser ma collègue Noémie poursuivre la présentation. Merci Anne-Sophie. Comme Anne-Sophie vous l'a dit, je suis Noémie Soutamavong et je viens d'arriver à la direction des relations internationales et j'ai hâte de travailler avec vous. Alors, concernant cette slide, pour cet appel à projet cette année, la nouveauté, c'est que nous avons élargi le nombre de territoires éligibles, comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent déjà l'appel à projet, avec les pays de l'Afrique francophone. On s'est axé sur les pays de revenus intermédiaires, tranche inférieure, avec une priorité donnée pour les pays avec lesquels la région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà des partenariats.
Ils sont donc au nombre de 2, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Slide suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne plus précisément le financement des projets, donc la subvention doit avoir un minimum de 20 000 € et un maximum de 200 000 €. On est sur la base d'un cofinancement, donc au moins 5% d'autofinancement par l'association chef de file et au moins 5% de cofinancement par les autorités publiques d'Afrique francophone. Et je tiens à préciser, c'est important, que cet apport local peut se faire par la valorisation de moyens en nature. Voilà, il ne s'agit pas forcément d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais une valorisation en nature est tout à fait possible. Et le financement sera apporté par la région et l'une des 2 agences de l'eau sur décision du comité. Alors, il s'agit de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse ou Loire-Bretagne en fonction de votre projet. Et enfin, j'insiste également sur le fait que ne seront pas éligibles les projets qui ont pour objectif l'accès à l'eau pour l'agriculture ou l'élevage. En ce qui concerne plus précisément le calendrier, alors le lancement, eh bien c'est aujourd'hui, le 16 mai, comme vous le savez. La clôture de l'appel à projet, c'est le 30 juin, voilà, inclus, c'est important. La sélection des projets se fera début septembre, avec peut-être un mois de battement dans le cas où il faudrait vous demander des pièces complémentaires. Donc, vous pourrez avoir une réponse, disons début septembre, mais il est possible qu'on vous demande des pièces complémentaires. Donc, la sélection vraiment définitive et finale se fera plutôt début octobre 2023, qui seront suivies par une décision d'attribution des subventions en bonne et due forme, par un vote pour en ce qui concerne la région et un passage en comité qui fera aussi l'objet d'une délibération pour les agences de l'eau concernées. Et enfin, le projet pourra démarrer sur 24 mois. Et si jamais vous n'arrivez pas à réussir toutes les pièces à temps ou à maturer votre projet, des nouvelles dates de dépôt de demande de subvention sont prévues pour le 15 janvier 2024, puis le 1er juin 2024. Alors, seront téléchargeables à partir du 22 mai 2023, donc dès la semaine prochaine, sur le site Portail des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez différents documents pour candidater, la plaquette de présentation, le règlement qui reprend en détail tout le PowerPoint, évidemment, de manière plus précise et plus réglementaire, un formulaire de subvention. Il y a peu de modifications par rapport à ce qui était demandé l'an dernier, avec, comme l'a dit Anne-Sophie, une innovation pour le courrier de l'autorité territoriale où se déroulera le projet, pour indiquer qu'elle est bien informée du projet. Et comme l'année précédente, un modèle de note succincte, de budget succincte, une note d'information sur le RGPD et également une petite nouveauté cette année, un modèle de cadre logique. Voilà, concernant l'exécution et le suivi du projet, on demandera de suivre la forme du cadre logique. Et enfin, comme ils se sont déjà présentés, nos partenaires dans le cadre de l'organisation de ce projet, Coexist, Resacop et PSO qui se sont présentés, et le cas échéant, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui pourrait également intervenir en support selon les cas. Donc, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, vous avez un formulaire de manifestation d'intérêt sur lequel vous pourrez cliquer et nos partenaires, Resacop, PSO, Coexist ou la région vous recontactera pour vous orienter. Et enfin, nous disposons également d'une adresse mail générique. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à ap.o@auvergne-rhône-alpes.fr. Merci à tous. Merci beaucoup Anne-Sophie et Noémie pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Isabelle pour se faire le relais des questions qui ont été posées dans le chat. Et Isabelle, si ça te convient. Oui, parfait. Alors, une petite remarque pour commencer. Salariés, 3 salariés, avec la remarque que parfois il y a des jeunes retraités qui permettent la remarque. Une question aussi. Ouais, Isabelle, on a un souci avec ton son, ça saute énormément. Est-ce que tu as un casque branché ou on entend très mal? Ah, c'est mieux? Ouais, on va essayer comme ça. Si tu peux reprendre, ce serait super. Merci beaucoup.
Oui, alors sur le nombre de salariés et la place des retraités, est-ce que voilà, les jeunes très Alors, compétents ne pourraient pas aussi avoir une alors, place? La deuxième question, je vais peut-être lister l'ensemble des très questions, bien, ça vous va? très bien, très bien. La place des bureaux d'études, d'hydrogéologie, voilà, est-ce que, ils peuvent avoir une place particulière dans cet appel à projet? Donc il y a un contact qui a été mis aussi, dans le chat. Une question sur les coopérations décentralisées, mais je pense que la réponse a été apportée dans la présentation. C'est est-ce qu'il faut que les coopérations soient celles, de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou non? Et puis une question, sur la place, voilà, quand une structure n'est pas une association loi 1901 ou ne répond pas aux critères, la difficulté de se mettre en lien avec d'autres, pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Voilà, j'ai terminé, et est-ce que pardon, non, une question complémentaire qui vient d'arriver. Est-ce que les 3 salariés exigés peuvent être, répartis sur l'ensemble du consortium ou est-ce que ça doit être rattaché uniquement à la structure chef de file? Voilà. Alors, Anne-Sophie, je peux répondre à la question relative aux 3 salariés, si ça te convient. Mmh. C'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée et il faut savoir que les agences de l'eau, qui sont donc les financeurs de cet appel à projet, ont normalement une politique qui impose 5 salariés pour déclencher un financement de leur part. Donc, étant donné que là, il s'agit d'un cofinancement régional, ils ont accepté de baisser à 3 salariés. Et c'est vrai que d'après les retours d'expérience, il s'agit vraiment d'un minimum en dessous duquel on a pu remarquer qu'on avait difficilement les moyens d'assurer une continuité ou alors une visibilité sur un projet qui durait sur 24 mois. Donc, en effet, ce seuil, c'est vraiment un minimum. Voilà et donc pour être très précis, hein, on l'appréhende vraiment, c'est vraiment l'association chef de file, hein, qui doit effectivement, répondre à ce critère. Le je dirais que, après, bah, il peut y avoir une réflexion vraiment sur la stratégie d'alliance, et qui peut être, portée justement pour que cette association chef de file travaille éventuellement en lien avec, des associations qui, elles, ont développé vraiment une capacité d'intervention sur le terrain. Ouais, je pense qu'il faut penser stratégie d'alliance, mais c'est vrai que c'est un critère sur lequel on a souhaité maintenir cette exigence, voilà, d'un nombre minimum de salariés pour, pouvoir répondre, à la demande. Sur la question il y avait aussi la question sur les coopérations décentralisées, savoir si il fallait qu'elles impliquent, une collectivité, de la région. Donc c'est vrai que c'était un critère qui était auparavant obligatoire sur les zones, qui étaient des territoires qui étaient classés en zone rouge. C'est un critère qui était très limitant, et donc on a décidé de le suspendre. Donc aujourd'hui, c'est simplement un plus. On considère que c'est un critère qui favorise la durabilité du projet, mais ce n'est plus une exigence, en tant que telle. Le je dirais que c'est un critère aussi qui est appréhendé vraiment, au niveau français, hein. C'est pas nécessaire que cette, coopération, soit présente, implique une collectivité de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il y avait la question des bureaux d'études, en hydrologie. L'appel à projet, je dirais, peut permettre aussi de porter des missions d'études. Un point de vigilance, cependant, l'objet de l'appel à projet est à terme d'envisager le déploiement de solutions plus innovantes, qui impliquent, d'autres types, d'entreprises qui seront plutôt des équipementiers, voilà, donc si les travaux d'études sont portés, il est important de mettre en évidence le
voilà, la contribution de ces études au déploiement de solutions voilà, plus innovantes dans le contexte du pays d'intervention et les liens qu'elles permettront de porter vers d'autres entreprises françaises. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Si je peux me permettre, je viens de voir une autre question dans le chat. L'association chef de file doit-elle être basée en région Aura? Donc, ce qu'on demande, nous, c'est que vraiment il y ait une entreprise du consortium qui soit basée en région Aura. Pour l'association, il s'agit vraiment d'une loi, association loi de 1901. Donc, il n'y a pas de critères géographiques pour l'association chef de file. Merci beaucoup pour vos réponses, Anne-Sophie et Noémie. On va poursuivre la présentation et puis s'il y a des questions complémentaires, on les prendra en fin de présentation, en fin de webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Anna pour la petite parenthèse technique avant les pitchs des structures. Merci. Merci Iris. Peut-être juste pour rebondir sur les questions, pour les associations de moins de 3 salariés, il y a des autres possibilités aussi de financement qui existent. Je pense notamment au fonds des Lions, par exemple, mais pas que. Mais on pourra vous informer si vous le souhaitez. Donc voilà. On a voulu aujourd'hui parler de la qualité de l'eau pour assurer un service d'eau potable parce qu'il nous semblait que c'était un sujet qu'effectivement, on ne trouve pas systématiquement dans les cas des projets, soit parce qu'il n'est pas systématiquement mis dans les critères de bailleurs de fonds, ou parce que, voilà, on n'y pense tout simplement pas, ou parce que c'est difficile à mettre en œuvre. C'est un critère qui, la qualité de l'eau, c'est un besoin qui est bien là. Effectivement, hein, Sophie parlait tout à l'heure, pour garantir un service d'eau, il faut penser à ça. Et en fait, c'est un sujet qui se prête bien à cette coalition d'acteurs parce que ça demande une mobilisation à la fois d'une expertise technique et peut-être des solutions innovantes, effectivement, et une bonne connaissance des terrains. Et donc, en fait, cet appel à projet se prête bien à travailler sur ces sujets-là. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui décidé de vous parler de ça. J'aurais pas forcément le temps de rentrer dans les détails. Je n'ai vu les questions de gens, de certains parmi vous, très spécifiques et très concrètes. On reste disponible par la suite pour en parler. Je vais vraiment aborder les sujets de manière très générale pour vous permettre de comprendre de quoi on parle, mais on est disponible pour la suite. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres sur les contextes, les enjeux qui sont liés à cette problématique-là. Aujourd'hui, on a près de 2 milliards de personnes qui utilisent encore une source d'approvisionnement en eau qui ne respecte pas les normes de qualité et donc en fait qui met en danger leur santé avec beaucoup de décès encore liés à les maladies dites hydriques et notamment les enfants en bas âge qui sont les principalement touchés, affectés par ce problème-là. Donc, c'est une problématique qui est incontournable, qu'il faut absolument prendre en compte, qui rentre aussi dans les cadres des ODD, des objectifs du développement durable, notamment l'ODD numéro 6, qui parle de la qualité de l'eau comme un des critères nécessaires pour assurer un service qui soit dit géré en toute sécurité. Donc, en fait, quand vous allez réfléchir et mettre en place des projets, au-delà de penser à augmenter effectivement les taux de desserte, il faut bien avoir en tête cette notion de mettre en place un service d'eau et une gestion qui est liée à ce service d'eau. Et parmi les choses qui sont importantes à prendre en compte dans la gestion du service, il y a les paramètres de qualité de l'eau qu'il va falloir contrôler et éventuellement mettre en place des traitements plus ou moins sophistiqués, techniques, pour justement assurer que surtout la santé des populations ne soit pas en danger en fait. Voilà, on peut passer à les slides suivantes. Qu'est-ce que c'est, du coup, un eau de qualité ou de l'eau potable? Ah bah, c'est tout simplement
un eau qui va respecter certains paramètres qui ont été déjà définis, des paramètres microbiologiques et des paramètres physico-chimiques qui ont été définis. Il y a des directives qui existent aujourd'hui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi la plupart du temps, quand vous allez intervenir dans un pays, il y a eu déjà des normes qui ont été définies par les États pour, voilà, pour parler d'eau potable. Donc nous, en PSE, c'est qu'on vous conseille en effet, prendre contact avec les autorités locales, connaître ces normes-là pour vous y conformer. En général, ils vont prendre en compte les contextes, ça va être plus adapté à votre projet. Il va y avoir beaucoup de paramètres qu'il va falloir contrôler à des moments différents et avec de fréquences différentes de contrôle. Je tiens juste peut-être à préciser, je ne vais pas rentrer dans les détails de physico-chimiques de chaque paramètre, mais effectivement, il y a la présence des bactéries pathogènes qu'on trouve comme la principale source de maladies hydriques et notamment des tests microbiologiques qu'il faut réaliser dans les cadres des services d'eau et qui est très important de les prendre en compte. Voilà, on va passer à la slide suivante. Donc, quand vous allez commencer à travailler, à réfléchir pour monter un dossier, la première chose que vous allez faire, c'est faire peut-être une étude de faisabilité, c'est qu'on appelle une étude de faisabilité, donc technique, avec peut-être l'implication d'un bureau d'études. Et c'est à ce moment-là que vous allez définir les besoins et chercher à contrôler certains paramètres techniques concernant la source, la nappe d'eau, la profondeur et autres. Et c'est à ce moment-là qu'il va être intéressant et nécessaire du coup de penser aussi aux paramètres de qualité et donc de suivre la qualité de la ressource en eau. En gros, de la source qui va vous permettre après d'alimenter votre service d'eau. En fonction de problèmes, il va y avoir des solutions techniques adaptées pour les traitements qui seront plus ou moins coûteuses, plus ou moins compliquées. Parmi les questions de certaines personnes, j'ai vu des problématiques, par exemple, liées aux métaux lourds qui sont effectivement assez complexes et relativement chers. De l'eau, la salubrité de l'eau, par exemple. Encore une fois, je n'aurai pas le temps, mais en fonction de chaque contexte, on pourra, nous, PSE, vous orienter en vous donnant des exemples. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Donc, on va faire cette première contrôle pour essayer de définir si, dès le départ, il faut mettre en place un traitement pour justement respecter ces paramètres de qualité. Quelque chose qui paraît paraître très simple, très évidente, mais que j'ai quand même envie de vous dire, c'est qu'il faut prévoir systématiquement de périmètres de contrôle, de protection, pardon, autour des sources de forage. C'est tout simplement de barrières physiques qui vont empêcher aux animaux, par exemple, aux populations, de se promener autour de votre forage et du coup qui vont vous permettre dès le départ de commencer à parler, à faire part de cette sensibilisation pour que les populations et notamment la personne qui va gérer la source d'eau, ils comprennent l'importance de voilà, assurer cette qualité et protéger la ressource en eau. Petite parenthèse aussi là-dessus, c'est limite une anecdote, mais pour vous dire, en général, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher non plus, mais on en a déjà vu, par exemple, des châteaux d'eau, si vous savez, un réseau gravitaire de distribution, des châteaux d'eau qui ont des problèmes, qui normalement, il faut les fermer, il faut les protéger, les châteaux d'eau, il faut les nettoyer aussi régulièrement. Parfois, s'ils ne sont pas bien fermés, il y a des animaux, notamment des oiseaux, qui peuvent venir s'abreuvoir dans les châteaux qui vont peut-être décéder. Et en fait, nous, on a déjà vu des problèmes, effectivement, des qualités, des réseaux d'eau qui ont ces graves problèmes et du coup, qui peuvent se résoudre facilement avec effectivement un contrôle des équipements et du coup, un nettoyage périodique de ces châteaux d'eau et une protection de ce périmètre de la source du forage et des châteaux d'eau. Voilà, donc vous allez commencer par contrôler la qualité de la source. Ensuite, normalement, la plupart du temps, vous allez avoir un réseau de distribution avec des bancs de fontaine, avec des branchements privés, des branchements publics. Et donc, il va falloir assurer aussi un contrôle de l'eau dans les points de distribution, donc suivre la qualité de l'eau qui sera distribuée. Cette partie, j'ai un peu envie de vous dire, elle est plus délicate peut-être dans le sens où il faut mettre en place une ingénierie sociale
assez importante pour faire tout ça parce qu'il va vous falloir mettre en place une méthodologie, une procédure pour contrôler périodiquement la qualité des lots qui sert à distribuer, donc au niveau des ventes fontaines, qui va vous demander la plupart du temps de former les personnels techniques qui va s'en occuper de faire ça. Ça va être la plupart du temps du personnel qui ne sera pas formé, en tout cas il faudra voir à chaque fois, qui va demander de mobiliser, d'utiliser des équipements qui sont relativement sophistiqués, relativement techniques et délicats à manipuler. Et du coup, qu'il va falloir aussi faire attention voilà, à bien expliquer aux gens qui vont faire l'utilisation de tous ces équipements-là, comment il faut le faire. Il va falloir peut-être, si on ne peut pas faire les mesures, les contrôles de la qualité d'eau, mesurer ces paramètres in situ, transporter l'échantillon pour l'amener dans un laboratoire. Et parfois, ces transports-là, notamment dans les pays d'Afrique, est délicat parce qu'il fait chaud, il faut respecter certaines températures. Donc, en fait, il y a plein de paramètres qu'il faut contrôler pour bien respecter cette étape-là, pour avoir finalement des résultats qui sont fiables. Et du coup, auquel il va falloir y penser. La plupart du temps, vous allez aussi devoir manipuler des consommables qui vont devoir se conserver avec certaines conditions de température et autres. Donc voilà, je n'ai vu aussi, quand j'ai regardé un peu les personnes inscrites et vos questionnements, de personnes qui disaient de toute façon dans la zone où nous on intervienne, ça n'existait pas, c'est pas possible. Effectivement, la qualité de l'eau, c'est quand même quelque chose qui n'est pas systématiquement en place dans la logique de gestion d'eau et des services d'eau du pays. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas la prendre en compte. Enfin voilà, nous en tout cas au PSO, on vous invite à vraiment réfléchir dès le départ. Mettre ça en place dès le départ, quitte à se dire qu'effectivement, il va vous falloir du temps pour que ça soit mis en place et prévoir notamment les petits budgets aussi qui va correspondre à la partie soft, ingénierie sociale, sensibilisation et formation de gens pour pouvoir mettre tout ça en place. Voilà. On peut passer à les slides suivantes. Donc, en fait, je vous ai parlé de deux étapes. La première étape de contrôler la qualité d'eau au montage du projet à la source, là où vous allez faire les forages pour pomper l'eau. Contrôler la qualité d'eau distribuée donc, dans les bancs de fontaine, dans les points de distribution pour s'assurer la plupart du temps la contamination microbiologique, elle s'est faite dans les tuyaux. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination quand l'eau est distribuée. Et s'il y a une contamination, pouvoir savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour du coup traiter cette contamination, cette pollution. Et la dernière partie, c'est on peut du coup faire beaucoup d'efforts pour contrôler la qualité de l'eau jusqu'à la distribution. Et après, c'est quand même dommage. On voit ça aussi régulièrement, malheureusement. Les gens, ils viennent la plupart du temps au banc de fontaine pour remplir des bidons et stocker l'eau à domicile. Et c'est justement pendant cette dernière étape de stockage à domicile que l'eau, elle va être polluée, elle va être contaminée. Donc, en fait, c'est nécessaire, c'est important, pardon, de sensibiliser les usagers aux gestes d'hygiène et de leur expliquer, de les accompagner pour qu'ils puissent acquérir et manipuler les équipements de potabilisation, en tout cas les équipements de stockage qui permettront du coup qu'il n'y a pas de risque sanitaire pour eux quand ils vont consommer l'eau qui a été stockée pendant un moment au sein des ménages, au sein des écoles, etc. Sur ces sujets-là, spécifiquement, on a un guide au PSO qui est sorti en 2018, il est en livre service. De toute façon, toutes les ressources du PSO, ils sont là pour vous, vous pouvez les consulter. Donc, je vous invite à faire ça. Et voilà, pour finir, je vous ai mis quelques références bibliographiques qu'on trouve quand même un peu essentielles sur ces sujets-là, qualité de l'eau. Mais voilà, encore une fois, j'aurais certainement pas pu répondre à toutes vos questions parce que voilà, on a quand même un temps limité. N'hésitez pas, je suis là si jamais vous avez des questions. En tout cas, merci à vous d'être là aujourd'hui et de m'avoir écouté jusqu'à là. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation. Isabelle, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, ou si je me trompe. Un chat très, très dynamique. Il y a beaucoup de messages qui reflètent plutôt de la mise en lien, de la présentation projet, et puis des questionnements sur comment se mettre en lien et avoir les informations. Donc, Isabelle, c'est chez toi qu'il y a du bruit, on entend énormément de bruit.
c'est pas chez moi, le bruit de fond. C'est pas chez toi. On rappelle à tous les participants de couper leur micro, s'il vous plaît. Merci d'avance. Donc voilà, pas de questions techniques. Peut-être réintroduire l'information sur la mise en lien via la plateforme Coexiste. Je pense que vous mettrez le lien plus tard. Et puis continuer à échanger vos mails, etc., si vous le souhaitez, pour les mises en lien entre structures. Voilà, le chat est aussi là pour ça. Voilà, et les liens de l'appel à projet seront diffusés avec l'enregistrement du webinaire. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. On pourra vous partager les informations dans la suite des échanges par mail. Voilà. Super, merci. On va passer sans attendre au pitch. Je ne sais pas si Monsieur Petit est encore parmi nous. Si c'est le cas, je vais vous donner la parole tout de suite. On a un intervenant qui devait partir à 11 h. Je ne sais pas s'il est encore présent ou s'il est déjà parti. Je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Du coup, Ouais. je vous passe sur votre présentation directement. Donc, on commence avec un pitch entreprise de l'entreprise Infratag. Et je laisse la parole à Monsieur Petit. Merci beaucoup. Merci Iris. Alors, bonjour à tous. Merci déjà de prendre le temps de m'écouter. Je vais essayer de faire rapide parce qu'effectivement, j'ai un rendez-vous où je dois partir à 11 h. Du coup, juste pour situer un peu Infratag, donc vous voyez voilà, qui nous sommes. Donc, moi, je suis partie eau potable, assainissement, hydroélectricité, etc. Un ancien directeur développement et directeur commercial pour une grosse société industrielle française qui a beaucoup travaillé en Afrique notamment. Un autre de mes associés qui est Jérôme Rosselet, qui lui gère un bureau d'études plutôt basé au assainissement. Sylvain Payon, qui est plutôt côté exploitation, qui est directeur de la société ATO, et Loïc Lacroix, qui est lui en fait un gestionnaire de logiciels, etc., et solutions digitales, et qui travaille en fait avec nous pour développer notre solution. Nous, ce qu'on fait concrètement, on utilise donc tout ce qui est RFID, NFC, pour en fait faire de l'assistance à l'exploitation et à la gestion patrimoniale des ouvrages, des équipements, etc., pour positionner sur l'eau en général. Voilà, on peut passer. Hop. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. On pose un petit tag NFC sur un équipement ou sur un ouvrage type réservoir, bâche, etc. Il n'y a pas besoin d'application particulière dans un premier temps. On a n'importe quel téléphone ou tablette qui nous permet de venir en fait taguer l'autocollant et on accède tout simplement à toutes les informations de l'équipement en question ou de la zone en question, où ça nous permet derrière de retrouver des tutoriels, des documents vidéo, de faire du e-learning notamment, de savoir comment l'appareil fonctionne, etc. Par rapport à ça, on a encore donc une possibilité de sécurisation des données où, via une application cette fois-ci, on s'identifie, ce qui permet de protéger un peu, ce qui nous permet aussi de faire remonter des informations. C'est-à-dire que je peux ou recevoir une commande à faire, etc., une intervention à effectuer, je le liste et j'accède à tout l'historique directement derrière de ce qui a été effectué. Toutes ces informations-là, bien entendu, sont bancarisées, elles sont accessibles à toutes les personnes qui disposent de cette application-là et des autorisations nécessaires. L'idée dans tout ça, c'est justement de pouvoir donc identifier, enrichir cette base de données, la partager, et c'est une solution pour nous qui est relativement simple de mise en œuvre, qui est économique bien entendu, et surtout, le plus important, qui est générique, c'est-à-dire qu'on n'est pas propre à une marque ou à une société particulière. Nous, derrière, on bénéficie du coup, dans le domaine de l'eau, d'une forte expérience puisqu'on est tous issus de tout le cycle de l'eau, entre du bureau d'études, de l'exploitant, en passant par justement la partie matérielle. Donc, voilà. Et après, donc, bon, ça c'est plus dans la partie, on va dire, gamme commerciale, etc. En fait, on a positionné notre offre sur trois grands principes. Le premier principe, c'est uniquement je contrôle, je regarde, j'accède à des informations. Le deuxième, je sécurise ces informations et effectivement, je peux avoir des tâches propres à chacun. Et la dernière, c'est je peux faire remonter de l'information, j'accède à tout, j'accède à un SIG si j'en ai un, une GMAO, etc.
En parallèle, nos domaines d'application, on va surtout dans le domaine de l'eau, puisque c'est notre base de travail. Et après, évidemment, tout ça peut se décliner dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le commerce et dans beaucoup, beaucoup de choses, mais on centre vraiment là-dessus. Aujourd'hui, voici un peu les entreprises avec lesquelles on travaille, donc beaucoup de régies des eaux, quelques équipementiers et de l'hydroélectricité, notamment, en sachant que l'idée aujourd'hui, c'est, la société s'appelait Infratag, aujourd'hui on part sur ITAG qui va commercialiser tout ça. Notre idée, et c'est un gros projet et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'avoir cette transparence en fait derrière de fabrication, de conception, etc. On a l'idée par la suite de créer un groupement d'entreprises qui accepte de laisser de façon totalement transparente l'accès sur sa production, sur comment on produit, d'où ça vient, où les produits sont fabriqués, etc. Sans jugement, mais juste dans un souci de transparence là-dessus. En plus de ça, d'un point de vue RSE, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise aucun papier, etc. On met tout en dématérialisé, y compris dans nos offres, dans nos contrats, dans tout ce qu'on peut faire pour éviter donc l'utilisation du papier. L'idée derrière, donc, c'est d'apporter une technicité aussi via nos connaissances à toutes les entreprises, à toutes les maîtrises d'œuvre, etc., et maîtrises d'ouvrage, et bien entendu une qualité de service. Une petite chose importante avant de finir, qui n'est pas dans le pitch. On travaille aussi aujourd'hui, et c'est ce qui va être aussi en rapport notamment avec cet appel à projet, avec deux chercheurs, donc un du CEA à Grenoble et un autre du CNRS à Paris, sur la possibilité aujourd'hui, et on sait que c'est possible, ça y est, on développe là, de mettre des capteurs dans nos tags en fait, des capteurs de mesure notamment, donc mesure de niveau, qualité de l'eau. Ça fait partie des deux priorités qu'on s'est mis avec ces deux chercheurs. Voilà, pour le pitch, j'ai essayé de faire au plus vite. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter, je serai disponible à partir de cet après-midi sans problème. Si vous avez des questions ou si vous voulez des détails, j'ai essayé de faire très rapide pour tout le monde. Voilà, super. merci de m'avoir écouté. Un grand merci et puis on a parfait au niveau timing, c'est super et à bientôt, bonne poursuite de journée. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Je vais passer la parole à Jean-Christophe Brard pour la présentation du coup d'un pitch ONG, de l'ONG Le Partenariat. Ouais, bonjour Iris, bonjour tout le monde. Merci Iris de nous donner la parole. Rapidement, pour présenter le partenariat en 2 mots, c'est une association qui est basée à Lille, donc un peu loin de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été créée en 1981 et donc qui a été créée autour de la coopération décentralisée à l'origine entre la ville de Lille et la ville de Saint-Louis. Ce qui fait que l'ADN de l'intervention de l'association est vraiment basé sur le renforcement des acteurs locaux, notamment tout ce qui concerne les collectivités, mais aussi les agences déconcentrées, et aussi sur l'appui au développement territorial, c'est-à-dire qu'on intervient sur le temps long dans les territoires. Donc, comme je disais, ça fait plus de 40 ans qu'on est dans la région nord du Sénégal et qu'on n'en sort pas. Donc, on est vraiment là pour appuyer les acteurs locaux sur le long terme. On a aujourd'hui 4 thématiques d'intervention. On a l'accès à l'eau qui rentre dans les services essentiels, mais on a aussi tout ce qui est environnement, développement durable, renforcement de la gouvernance et insertion et formation professionnelle, notamment à destination des publics vulnérables. Et dernier point, on a dans les Hauts-de-France un centre de sensibilisation qui s'appelle le Centre Gaïa pour les publics scolaires pour faire comprendre ce qu'est la solidarité internationale. Sur l'EHA, en 2 mots, on a une expérience de plus de 10 ans maintenant, notamment sur l'accès à l'eau en milieu scolaire, à l'eau et à l'assainissement en milieu scolaire. Ça a bénéficié de 10 ans de financement AFD. Le gros programme s'est terminé l'année dernière, mais on continue sur des interventions aujourd'hui plus ponctuelles. Donc, on a pu développer dans ce cadre-là une méthode de gouvernance qui repose sur l'intervention et l'implication des acteurs locaux dans le cadre de la planification des activités, de leur responsabilisation à tous les stades d'intervention. Et donc, après, sur l'accès à l'eau, on est sur des solutions assez basiques de forage ou d'extension d'eau selon
selon les besoins. Et sur l'assainissement, on parle de latrines souvent habituelles, mais aussi sur des solutions parfois plus innovantes comme les lits plantés, donc qui sont des solutions d'assainissement des eaux usées naturelles. Je pense que la dame de la région en parlait tout à l'heure, notamment sur les pistes de collaboration qui étaient identifiées. Donc c'est quelque chose qu'on fait, et dans ce cadre-là, donc la méthode d'intervention a été saluée et labellisée à l'occasion du Forum de l'eau de Dakar l'année dernière. Donc on a eu la labellisation Initiative Dakar 2022. Et on a pu aussi expérimenter d'autres solutions innovantes avec des entreprises, notamment Ocean, la société Canal de Provence, autour de solutions de filtrage solaire qui ont pu être développées dans les écoles. Donc aujourd'hui, si on est intéressé par l'appel à projet de la région, c'est qu'on devrait développer avec l'AFD un nouveau projet sur le renforcement des villes intermédiaires pour des services publics de qualité, notamment autour comme d'habitude, autour de l'accès à l'eau et de l'assainissement, qui est en fait la suite logique du programme d'accès à l'eau en milieu scolaire, où justement on venait confier une grande responsabilité aux communes sur la gestion des appels à projets, le contrôle et le suivi des travaux, et la priorisation des sites d'intervention. Et donc là, on vient passer à la vitesse supérieure en fait en accompagnant 6 communes, 3 en Guinée et 3 au Sénégal, dont de mémoire 4 bénéficient déjà de projets de coopération décentralisés, donc qui sont aussi un gage pour nous d'implication à long terme et d'accompagnement des collectivités sur des aspects un peu plus larges que les seules questions d'accès à l'eau et d'assainissement. Et donc on est sur des communes de 20 à 200 000 habitants selon les régions d'intervention. Et donc, comme je disais, l'idée c'est de travailler avec les communes pour développer les solutions d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les sites communautaires. Donc on parlait beaucoup des écoles, mais il y a aussi tout ce qui concerne les centres de santé, les marchés, parfois les gares. Donc voilà un peu tout ça qui va être développé dans le cadre du projet, qui devrait être développé dans le cadre du projet à partir de juillet prochain. Et donc on a deux gros enjeux qui sont liés au projet, qui sont à la fois le renforcement de la gouvernance locale. Ça on en a parlé, mais on va vraiment muscler cet aspect-là encore davantage. Et après, il y a la pérennisation des services autour de la qualité et de la gestion pour l'eau et l'assainissement. Donc aujourd'hui, ce qu'on a déjà identifié en termes, nous, de besoins, donc c'est des solutions innovantes, notamment pour ce qui concerne le pompage solaire, mais aussi les dispositifs de filtration et de potabilisation de l'eau, qui sont adaptés aux usages communautaires. Par exemple, on a pu développer des kiosques à eau dans certaines écoles qui viennent donc donner une part d'eau potable aux élèves de manière gratuite et donner à tarif avantageux de l'eau potable pour les communautés alentours également. Donc il y a vraiment un marketing économique social autour de ces projets-là. Donc ça peut être une solution qui pourrait être creusée. Il y a aussi, comme je le disais, toutes les solutions de traitement des eaux usées, notamment les lits plantés, les solutions naturelles, qui pourraient être expérimentées davantage. Et on a donc une qualité d'eau qui peut être assez inégale. La qualité de l'eau, notamment quand elle est issue des extensions de réseau, elle est un peu de la responsabilité des acteurs locaux et les compagnies qui gèrent la qualité de l'eau du réseau. Mais dans le cadre des forages, notamment, on est sur des qualités d'eau assez inégales selon les régions d'intervention, et notamment en Guinée, où on nous a déjà signalé que l'eau était beaucoup plus riche en fer, notamment, et parfois davantage chargée en agents bactériologiques, plus qu'au Sénégal, par comparaison. Et donc, ce qui demande des solutions de potabilisation parfois plus adaptées et un peu plus musclées, sûrement qu'au Sénégal. Si une entreprise cherche à travailler avec nous, ça peut reposer sur des avantages qu'on peut faire valoir. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 40 ans qu'on est dans la zone nord du Sénégal, donc on bénéficie d'une très bonne implantation.
une très bonne connaissance des acteurs et une bonne reconnaissance des acteurs pour les interventions qu'on développe. On connaît aussi très bien les acteurs français de l'EHA, notamment les différentes agences de l'eau. Comme je disais, on est à Lille, donc on a des relations privilégiées avec l'agence de l'eau Artois-Picardie, mais aussi avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, avec qui on collabore assez régulièrement dans le cadre de nos projets. Donc on privilégie les interventions pérennes, c'est notamment ce que permet le cadre d'intervention de l'AFD, puisque c'est 3 phases de 3 ans a priori. Donc on part a priori sur presque 10 ans d'intervention dans le cadre de ce projet-là. Et aussi le recul qu'on a avec la collaboration avec les entreprises dans le cadre de nos différents projets montre que lorsque les relations se passent bien, le premier projet est souvent une porte d'entrée pour l'entreprise, mais que derrière, ça donne matière à faire évoluer aussi la collaboration, notamment autour d'autres enjeux que veut faire remonter l'entreprise. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Iris, mais sur les projets d'électrification solaire, notamment, on a vu qu'avec l'entreprise La Gazelle, on avait pu développer un service après-vente justement pour la prise en charge de leur matériel dans la région de Saint-Louis, et donc qui leur permet d'avoir vraiment un pied-à-terre local et d'améliorer encore son implantation sur le territoire. Voilà en 2 mots les enjeux qu'on a pu faire remonter sur l'appel à projet de manière spécifique là-dessus. Et donc, on est vraiment ouvert à toute collaboration avec des entreprises du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces enjeux-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette présentation et le respect du timing. Je vais passer la parole à Monsieur Audier pour la présentation de la société LMS Water Management. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on a. Alors, c'est un. Comment dire, c'est des slides un peu génériques sur la société. Alors, il y a peut-être des choses qui vont paraître éventuellement surdimensionnées par rapport au contexte particulier de l'appel à projet, mais donc on passera peut-être plus vite sur ces slides, mais ça donne quand même une idée générale sur ce qu'on fait. LMS, donc, c'est une société qui a plus de 20 ans d'âge, 30 ans même, et dont le cœur de métier historique a été la fabrication d'unités de traitement pour des situations d'urgence humanitaire. Donc nos clients, c'est essentiellement des grandes agences internationales, des grandes ONG très connues, et également des associations plus locales qui ont besoin de systèmes de traitement. Le cœur de l'offre pour les systèmes d'urgence, ce sont des unités qui sont conçues pour être très robustes, assez simples d'utilisation et qui sont déployables sur le terrain facilement. Donc ce sont soit des unités sur des châssis qui sont manipulables à 2 personnes, soit si c'est plus lourd, et bien ma foi on met ça sur des remorques. Et puis tout un environnement de matériel complémentaire. Ça peut être des réservoirs de stockage, tout ce qui est pompe, tuyaux, motopompe, etc. On va passer à la suite. Donc, on est présent vraiment dans de très, très nombreux pays du monde. LMS est pratiquement devenu une sorte de marque générique dans le milieu des systèmes de traitement humanitaire. On a eu la surprise de voir que parfois sur des appels d'offres, on voit que les agences humanitaires cherchent des stations type LMS. Enfin, voilà, donc c'est devenu un peu comme Mobilette ou Frigidaire. Hein. C'est vraiment une marque générique. Donc on en a mis un peu partout à travers. Alors c'est pas nous qui les mettons directement, c'est chaque fois à travers un partenariat avec des ONG ou avec des agences internationales, essentiellement, donc les très grandes agences, toute la sphère de l'ONU notamment, donc dans tous les pays du monde. Voilà, on est installé à côté de Grenoble, voilà nos locaux, on a pas mal de place. On travaille, donc on a du stock, on est assez réactif sur les fabrications. Également par contrat, il y a certains contrats, par exemple, on a un contrat cadre long terme avec l'UNICEF qui nous oblige d'avoir du matériel en stock pour être déployé dans les 48 heures dans n'importe quelle partie du monde.
À côté des stations d'urgence, on a développé donc toute une gamme de stations plutôt pour des besoins d'eau potable municipale. On monte ces stations dans des containers qui sont fabriqués à l'atelier, qui sont ensuite déployables facilement sur le terrain, on met ça sur un bateau, et puis on amène ça sur le terrain. Donc on est un peu dans une logique plug and play. Donc le partenaire local va lui gérer plutôt les aspects de captage, encore qu'on peut être amené à s'intéresser à ça aussi, et puis les aspects de distribution ensuite finale. Et nous, on se concentre sur notre cœur de métier qui est le traitement. On voit ici un exemple de séquençage de ce type de fabrication. Voilà quelques réalisations de stations en container. La plupart, on est passé un peu vite là, la plupart de ces stations sont déployées en Afrique. Ce qu'on voit ici, donc on a de la filtration sable, essentiellement charbon actif. En bas à droite, on a des exemples de filtration membranaire sur de l'ultrafiltration. On peut adapter en fait tout type de technologie en fonction des conditions locales. Des paramètres de l'eau brute et puis des exigences du client et bien entendu du budget. Ici, quelques unités de traitement, cette fois-ci plutôt pour des bases vie ou alors pour des besoins industriels, donc des besoins de traitement d'eau spécifiques par rapport à des process industriels. On va retrouver là de l'ultrafiltration. Si on passe plus loin, on va trouver aussi d'autres voilà, procédés. On va pouvoir mettre en œuvre de l'osmose inverse, de la déminéralisation sur résine, enfin voilà, tout type donc procédé assez large de traitement, y compris donc, dans le dessalement de l'eau de mer, comme on voit ici, qui fait également partie de ma proposition. Alors, je vais m'arrêter un instant là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup développer. Quand on est sur le terrain, et nous, on travaille pratiquement à 90% de notre activité est orientée vers l'Afrique, on se rend compte quand on visite des stations de traitement de l'eau que souvent, on a des difficultés, les opérateurs ont des difficultés à trouver les intrants chimiques. Et on s'est rendu compte que des stations qui marchent sans produits chimiques, ça ne marche pas. Donc nous, depuis plusieurs années, on a essayé de proposer des solutions pour essayer de se passer au maximum des intrants chimiques. Et on a mis notamment récemment au point donc une technologie d'électrocoagulation qui a été primée donc, dans un appel à projet de l'État français porté par l'ADEME notamment, où on va créer nous-mêmes nos propres coagulants avec des réactions d'électrolyse, avec des électrodes en fer ou en aluminium qui vont créer les réactions de coagulation. Et on voit sur les exemples à droite que ça marche très très bien. Donc on arrive à finalement faire du traitement d'eau potable pratiquement avec les moyens du bord, sans avoir à aller acheter des consommables qu'on a du mal à trouver pour X raisons logistiques, financières ou autres. Voilà, bon là ça concerne moins notre sujet. On a adapté ces technologies pour les traitements d'effluents industriels ou des lixivias. Là aussi, ça concerne peut-être moins notre sujet. Par contre, juste pour dire quand même qu'on arrive à adapter finalement des situations de traitement très variées grâce à une réflexion en amont sur la meilleure adéquation de l'offre technique par rapport aux questions posées. Et donc, on a, nous, une réflexion au niveau du bureau d'études pour essayer de ne pas plaquer des solutions qui soient toujours les mêmes bêtement sur l'ensemble des projets, mais plutôt d'essayer vraiment de s'adapter chaque fois que c'est possible, y compris en amenant de la technologie spécifique. On voit ici donc qu'on est à même également d'amener des solutions solaires. Là, c'est une station au Burkina Faso, à Boromo, à mi-chemin entre
Bobo Dioulasso et Ouaga. Pour finir, on a 2 slides qui concernent l'assainissement. Donc là, on est en partenariat avec, des partenaires. C'est pas nous qui fabriquons ça, mais on a des accords croisés de développement avec une société qui s'appelle Coin Environnement, qui est un partenaire très fiable avec qui on travaille. Et notamment, actuellement, on a des projets en Ukraine en commun. Donc, il s'agit de stations d'assainissement containerisées. Dans l'idée que quand on est dans un camp de réfugiés, quand on est dans des zones touchées par une catastrophe quelconque, et qu'on a besoin d'assainissement, on n'a pas le temps d'aller faire des ouvrages en génie civil de grande taille. Par contre, on peut amener exactement de la même manière que nous, on fait des stations en container fabriquées à l'atelier et ensuite déployées sur le terrain, eh bien, on peut fabriquer des stations d'assainissement, des stations d'épuration en container à l'atelier qu'ensuite on va amener directement sur le terrain. Donc on a ce modèle en container et puis ce modèle un peu plus rustique mais qui marche très très bien également de biodisque. Donc là sur une version semi-enterrée, mais ça peut être posé au sol tout simplement. Donc là on est là sur des capacités de traitement entre, on va dire jusqu'à 500 équivalents habitants à peu près. Voilà, on est allé assez vite. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre derrière, je crois. Non, c'est la dernière slide. Voilà, c'est ça, ouais. Donc on est allé assez vite. Tout ça peut paraître, comme je le disais, je ne voudrais pas que ça paraisse un peu surdimensionné par rapport à l'appel à projet. Nous, vraiment, on s'adapte complètement à tout type de situation. On sait faire des choses beaucoup plus petites. Là, on a amené en Ukraine 2 petites unités de traitement pour des quartiers résidentiels, par exemple, avec il y avait juste une résidence et puis des services administratifs. Voilà, ça fait pour 200 ou 300 personnes, on sait faire ça aussi. Par contre, on ne va pas descendre plus bas, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les systèmes de forage avec une pompe manuelle. Ça, c'est d'autres opérateurs qui savent faire ça très bien. Nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là. On est plutôt sur des tailles, effectivement, intermédiaires, moyennes, de quelques centaines à quelques milliers, voire dizaines de milliers d'habitants. Voilà, je me tiens à votre disposition après pour tout type de questions qui pourraient émerger. Oui, très bien, merci beaucoup. Peut-être, je me permets de prendre la question qui a été mise dans le chat dans la foulée de votre présentation. La question, c'est: existe-t-il une solution de dessalement d'eau de mer pour intervention d'urgence? Oui, on a designé 2 machines de dessalement de l'eau de mer qui sont mobiles, donc sur des stations, sur des pick-up ou des petits camions qui se déplacent avec un système effectivement de dessalement, et puis une station plus importante qui fait 10 mètres cubeurs dans un gros camion 6 roues motrices qui est adapté à donc des déplacements dans des zones voilà, plus désertiques. Et donc là, on est en train de mener à bien des projets notamment au Maroc. Donc effectivement, on peut répondre tout à fait à des systèmes mobiles sur des dessalements d'eau de mer. Super. Et puis une deuxième question avant de passer à la présentation suivante, c'est: est-ce que les solutions plug and play ne sont pas trop difficiles à acheminer à l'intérieur des terres, puisque ça a l'air très volumineux? Alors, le gros avantage des systèmes en container, c'est que c'est une standardisation internationale, c'est-à-dire que tout le commerce international est fait comme ça. On met ça sur des bateaux et c'est déchargé au port, et ensuite les plateaux des camions semi-remorques sont adaptés pour porter un container. Donc il y a tous les systèmes d'accroche qui sont pré-programmés, etc. On met le container sur le camion et on va où on veut avec. Nous, on a amené 2 containers, en plein milieu du Burkina Faso.
Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a des personnes qui demandent si on peut donner vos coordonnées. Je veux bien que vous confirmiez, puisqu'effectivement, elles ne sont pas sur les slides. Et puis, je vais directement passer la... Merci beaucoup. Je vais directement passer la parole à Diaspora Action Sénégal, une ONG. Merci. Oui, bonjour à tous et merci Aris de nous avoir accordé l'opportunité de présenter notre association et notre projet. Diaspora Action Sénégal, en fait, est une association de loi 1901 qui a été créée en 2015 par des ressortissants sénégalais qui vivent en France et qui sont tous originaires de la commune, à 90% originaires de la commune de Ndoulo, qui est située au Sénégal. Alors, effectivement, notre zone d'intervention, c'est le Sénégal, dans la région du Diourbel, notamment la commune de Ndoulo. Et nous intervenons dans le domaine de l'éducation, la santé, l'eau, l'environnement et la promotion de la femme. Le plus gros projet pour l'instant que l'on a réalisé, c'est la réhabilitation d'une école élémentaire pour un montant global de 53 000 euros. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à suivre le webinaire, c'est que nous avons un projet que nous souhaitons trouver des partenaires. Ce projet, il s'agit de la potabilisation de l'eau de Ndoulo. Et alors, la problématique, c'est qu'il y a des analyses qui ont été effectuées au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar grâce à l'aide d'une entreprise qui s'appelle ETE, qui nous a mis en contact avec l'Institut Pasteur de Dakar. Et ces études ont révélé en fait que... Alors, ces études ont révélé qu'il y a une contamination d'origine fécale. Et il y a des excès aussi en agnochlorure, fluorure, mais aussi en cation, potassium, etc. Et ces problématiques existent depuis les années 1960 et que la commune, on peut dire, et que les populations n'arrivent pas à résoudre. Voilà, vous pouvez passer à la slide, on va aller plus loin. Alors, le projet doit être réalisé dans la commune de Ndoulo, qui est située dans la région de Diourbel, comme vous le voyez sur la carte. Il est situé, et voilà, la commune est située à 198 km de la capitale, à 2h30, qui est reliée Ndoulo-Dakar par l'intermédiaire d'une autoroute. La commune est composée de 52 villages pour 18 000 habitants, avec ses écoles élémentaires. Voilà. Et les objectifs de ce projet sont les suivantes. C'est de permettre l'approvisionnement en eau potable des populations de l'eau, mais aussi de former le comité de gestion pour les aider à se professionnaliser davantage, mais également sensibiliser la population sur les bonnes pratiques des économies d'eau, puisque le projet peut-être qui sera déployé aura un coût conséquent. Donc, il sera nécessaire aussi de bien sensibiliser nos populations pour qu'ils puissent avoir les bonnes méthodes pour pouvoir économiser l'eau. Voilà. Le projet aura comme partenaires locaux, d'abord, il y a la commune de Ndoulo. J'en ai discuté déjà avec monsieur le maire qui est très partant pour ce projet-là. Il y a aussi le comité de gestion aujourd'hui qui gère le forage. Et pour vous dire que ce comité fait énormément d'efforts et dégage un chiffre d'affaires mensuel aujourd'hui de 3 000 euros et des bénéfices nets à peu près qui se situent entre 30 à 40% du chiffre d'affaires. Il y a aussi l'association des usagers qui s'appelle Ndoulo Tchekanam. Ndoulo Tchekanam, ça veut dire Ndoulo en avant, qui intervient souvent dans le domaine de la sensibilisation. Par exemple, quand il y a des problèmes techniques, c'est à eux de relayer l'information via des groupes WhatsApp. Si aussi il y a d'autres problèmes où ça nécessite l'intervention de la main-d'œuvre locale, c'est cette association-là qui se charge de mobiliser la population pour venir en aide au comité de gestion.
il y aura aussi notre association Diaspora Action Sénégal, parce qu'en fait, le problème, c'est que le projet va présenter un coût qui est assez élevé et notre association est une petite structure et forcément, voilà, on n'a pas de salariés, donc nous aurons des difficultés pour pouvoir mobiliser, voilà, mobiliser les financements nécessaires. Mais nous connaissons le terrain, nous avons une bonne maîtrise voilà, du terrain au niveau local, nous connaissons tous les acteurs locaux. Donc, l'apport que l'on pourra apporter, ce sera vraiment décisif. Et nos partenaires en France, nous sommes déjà en discussion avec la Société européenne de traitement des eaux, ETE, qui propose des solutions de potabilisation. Et comme je disais tout à l'heure, c'est eux qui nous ont mis en contact avec l'Institut Pasteur, parce que ETE est une entreprise qui connaît énormément, voilà, qui connaît très bien le terrain. Il connaît bien le Sénégal, en fait. Donc, voilà. Il y a aussi l'entreprise Surtech, qui est une entreprise grenobloise, de la région Auvergne-Rhône-Alpes du moins, et qui propose aussi une solution pour le solaire. Donc, voilà. Ce que nous souhaitons, c'est que la solution potabilisation qui sera déployée puisse être accompagnée d'un centrale peut-être mini-solaire pour minimiser les coûts, voilà, les coûts du projet. Et les acteurs locaux m'ont tous confirmé qu'ils sont prêts aussi à participer financièrement à ce projet. Si jamais il y a une ONG qui souhaiterait nous accompagner pour la mise en œuvre de ce projet. Et je tiens aussi à préciser que je suis en discussion également avec l'ONG ADOS, avec qui on a beaucoup échangé, et voilà, et ils ont montré aussi un intérêt pour notre projet, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé. Je suis en attente pour savoir exactement si le projet les intéresse et est-ce qu'ils vont y aller ou pas. Donc, je reste ouvert à tous les ONG qui sont là et qui souhaiteraient développer ce genre de projet. Voilà, je suis là. Vous pouvez me contacter et nous pourrons quand même en discuter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Abibou pour cette présentation. Effectivement, vous l'avez compris, là on est sur une présentation un petit peu atypique. Diaspora Action Sénégal a priori trouvé ses entreprises partenaires qui sont déjà bien investies à ses côtés, mais pour pouvoir répondre à l'appel à projet, recherche une association chef de file, et des premiers échanges sont en cours avec ADOS. Un grand merci Abibou pour cette présentation. On va passer maintenant à la présentation d'une entreprise qui est l'entreprise Surtech, à qui, juste avant, je vais regarder s'il n'y a pas de questions en lien avec la présentation non, mais c'est tout. Donc, je passe la parole à Patrick Chavreau de Surtech. Merci beaucoup Iris. Merci déjà aux trois entités organisatrices, à savoir Coexist, Resacop et PSO, pour nous accorder cette tribune, qui plus est un peu en dernière minute, je l'avoue. Donc voilà, je vais vous présenter Surtech. Moi, je suis donc le dirigeant de Surtech. Je m'appelle Patrick Chavreau. Donc Surtech est membre de Coexist et membre du Club Afrique de Tenerdis, pour information. Voilà. Donc, Surtech est une petite entreprise basée sur Grenoble, comme disait à l'instant la personne pour Diaspora Action. On est basé donc sur la région grenobloise, donc sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, pas très loin de LMS. Donc, notre activité, donc c'est une société qui a été fondée en 1975, que moi j'ai racheté en 2007. Donc, on a quand même pas mal d'expérience sur tout ce qui concerne l'autonomie énergétique. Donc en gros, voilà, rapidement, sur quoi on est basé? On va pouvoir faire des dimensionnements en se basant sur de la génération d'électricité, si possible renouvelable, donc qui va être des modules photovoltaïques, donc ce qu'on appelle des panneaux solaires, des éoliennes, des turbines hydroélectriques,
mais également on peut accoupler ça avec, pour le sécuriser avec des solutions, avec des groupes électrogènes avec différents carburants, essence, diesel ou gaz. On va avoir toute l'électronique de gestion de la puissance, donc avec la conversion de puissance dans tous les sens, des régulateurs solaires, des onduleurs, etc., des programmateurs, etc. On va retrouver du stockage avec différentes technologies. La technologie assez classique qu'on utilise encore beaucoup dans l'autonomie énergétique est la technologie au plomb, mais de plus en plus des technologies au lithium pour tout un tas de raisons. Et en fait, en combinant toutes ces briques, on va dire, l'objectif, c'est de répondre à des besoins qui sont des systèmes autonomes, soit sur des sites isolés. Donc en France, ça va être des chalets, bergeries, refuges de montagne, mais aussi des sites télécoms ou des systèmes de vidéosurveillance. Et également sur l'Afrique, avec des systèmes couplés sur du pompage, soit du pompage qu'on appelle au fil du soleil, ça sans stockage, en batterie, mais du stockage hydraulique, donc dans des réservoirs, soit des réservoirs souples, soit des châteaux d'eau. Et également, on est capable de travailler sur de la potabilisation d'eau. Voilà. Donc, d'autonomiser toutes ces solutions. Donc, l'objectif, c'est de faire ça sur du site isolé, mais également sur demande sur des systèmes embarqués ou des systèmes ultra nomades, on va dire ultra légers. Voilà. Donc, slide suivant, merci. Donc, on va retrouver ça sur deux formules, on va dire. Soit on va faire de l'ingénierie de système, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur un cahier des charges qui peut nous être amené par un client entreprise ou ONG ou collectivité. Et en fait, on va mettre en œuvre une ingénierie de système pour pouvoir déterminer quelle brique mise avec quelle autre permet de répondre à la solution et de fournir une solution fonctionnelle, efficace et durable. Donc, on va fournir des solutions qui vont être soit juste le diagnostic, soit une étude, soit ça peut aller jusqu'à la fourniture de produits et également à l'accompagnement sur la mise en route, parce que les produits sont de plus en plus complexes à mettre en route au niveau paramétrage et mise en route. Donc, on est capable de faire cette prestation-là. Et depuis 6 mois, là, on est en train d'ajouter une nouvelle carte à notre offre, qui est une offre de formation en énergie renouvelable, qui peut être fait en France, mais qui peut être fait aussi en Afrique, sur place, aux populations, aux exploitants, de manière à avoir des solutions qui soient encore plus pérennes pour mettre en œuvre, notamment, par exemple, de la maintenance préventive et curative pour que les solutions soient les plus pérennes possibles. Voilà. Et slide suivant, merci. Un exemple, l'année dernière, d'un très beau projet qu'on a réalisé avec l'ONG ADOS. J'ai vu que Rachel était dans l'assemblée, là, la directrice d'ADOS. Donc, c'est une mission qui s'appelle RENSEAD 1, qu'on a fait donc, avec ADOS, qui est une ONG basée à Valence, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais avec une grosse partie de son personnel qui est basé sur Matam, au Sénégal, donc la région nord du Sénégal. Donc là, l'objectif, c'était sur la région, le département de Dagana, donc vraiment l'extrême nord, au bord du fleuve Sénégal, qui fait la frontière avec la Mauritanie. L'objectif de la mission, c'était une visite de ma part sur 5 sites sur la commune de Bohol, de faire l'audit d'installateurs locaux grâce à un fichier qu'on a récupéré du partenariat, merci Jean-Christophe, pour trouver des installateurs locaux et les auditer de manière à pouvoir déterminer et choisir, sélectionner des installateurs les plus pertinents possibles. Ensuite, c'était la rédaction d'un rapport d'expertise avec des préconisations, justement, donc avec des solutions adaptées aux demandes vraiment qui avaient été exprimées localement. Ensuite, l'aide à la rédaction d'un cahier des charges d'appel d'offres pour les 2 premiers sites, donc Raré et Guilahar. Donc la photo que vous voyez, c'est Raré, qui est une île sur le fleuve Sénégal. Et enfin, l'aide au dépouillement des appels d'offres pour ces 2 sites, ces 2 premiers sites. Je vais revenir rapidement sur ce qui est pour moi les clés d'une mission réussie. Ça passe, alors ça n'est que mon point de vue, hein, mais je pense qu'on a là quelques clés de réussite de projets en Afrique et de coopération entre ONG et entreprises. Ça passe notamment par une parfaite connaissance des besoins locaux. Donc pour ce faire, on a besoin de s'appuyer sur l'ONG, parce que moi, depuis que je travaille chez SurTech, j'ai régulièrement des demandes de personnes africaines, quel que soit le pays d'Afrique d'ailleurs, mais en général, on n'a pas forcément cet ancrage vraiment très
très profond en local pour vraiment analyser le cahier des charges et pour en ressortir une demande chiffrée, quoi. Ensuite, il y a quelque chose qui est très très important, c'est de vérifier qu'on ait vraiment une intention en local, donc des élus locaux. Là, en l'occurrence, on s'est appuyé sur un PDHA, donc qui est le plan directeur d'hydraulique et d'assainissement du département de Dagana, qui montrait qu'il y avait une vraie volonté des politiques en local de s'impliquer là-dedans et de mettre des priorités sur le développement de latrines, de réseaux d'eau, de potabilisation d'eau, etc. Donc ça, c'était vraiment très très important. Sans ça, le projet il n'aurait pas pu être mené aussi efficacement que ça. Ensuite, il y a bien évidemment la dimension technique pour proposer des solutions qui soient réalistes et adaptées aux contraintes locales. Donc ça, ça a été la casquette de Surtech en lien avec l'ONG pour qu'on ait des solutions simples. Donc j'insiste là-dessus, on parlait tout à l'heure d'innovation, c'est bien d'innovation. Après, il faut avoir des solutions qui soient simples, c'est-à-dire qui soient non seulement, on va dire, relativement simples à mettre en œuvre, relativement robustes, mais aussi relativement simple à maintenir. Et donc, en fait, la personne de LMS parlait, M. Oudier à l'instant, parlait des problématiques d'intrants. On a effectivement ces problématiques-là. Aujourd'hui, par exemple, pour faire de la flocculation, on utilise du sulfate d'alumine qu'on arrive à se procurer en Afrique. Par contre, on a besoin de chlore pour désinfecter dans certaines solutions. Et le chlore, c'est très compliqué de se fournir en Afrique. On ne connaît pas les dosages et on ne sait pas s'il n'a pas été stocké au soleil, donc il est complètement périmé. Donc c'est très compliqué, donc il faut trouver des solutions les plus simples possibles pour qu'elles en fait, elles soient maintenables également le plus simple possible. Ça passe par le choix de produits qualitatifs, donc durables. Ce n'est pas la peine d'acheter des produits moins chers si c'est pour qu'ils tombent en panne, parce que en Afrique, on a des contraintes de température, on a des contraintes de poussière qui font que si on n'a pas des produits robustes, ils ne tiendront pas dans le temps. Ça passe également par le choix d'installateurs qualifiés pour une pose de qualité, parce qu'un bon produit, mais qui n'est pas mis en œuvre correctement, ne sera pas durable. Et enfin, ça passe par des achats de produits par les installateurs en local. Donc j'insiste là-dessus, à savoir que là, typiquement sur ce projet, Surtech n'a vendu aucun produit. L'objectif, c'était de qualifier des installateurs en local et que ça soit eux qui achètent, parce que s'ils sont capables d'acheter pour la mise en œuvre originelle, ils seront capables d'acheter les pièces détachées pour de la maintenance. Donc c'était très important de passer par là. Et le dernier point, c'est la mise en place d'une gouvernance locale qui soit génératrice de revenus pour dégager un budget de maintenance. Encore une fois, c'est bien beau d'arriver et de poser une solution. Si derrière, ça n'est pas générateur de revenus, lorsque la solution va tomber en panne, on n'aura pas de quoi la réparer. Voilà. Dans les projets à venir, rapidement, donc il y a la deuxième tranche de Rensead toujours avec Ados, puisque en fait, on s'entend extrêmement bien et je pense qu'on est, moi en tout cas, je trouve qu'on est très pertinent et très efficace. Donc l'objectif, c'est de continuer de dérouler la suite. Il y a le projet dont vient de parler l'intervenant précédent au niveau de Ndoulo au Sénégal avec Diaspora Action Sénégal et ETE, l'entreprise qui est une entreprise partenaire aussi de Surtech. On est sur un projet en construction avec le cluster Haut-Lémanique Évian avec Bertrand Cousin sur justement à la fois du pompage solaire, de la potabilisation et l'aspect formation sur place. Voilà. Après, pourquoi pas vous, unissons nos forces et nos compétences pour des projets toujours plus pertinents. On a la chance, comme disait Anne-Sophie Douza tout à l'heure, d'avoir beaucoup d'acteurs d'entreprises qui sont très pertinentes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi des ONG qui sont très bien en Rhône-Alpes, mais aussi au national. Autant unir nos forces parce qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir être pertinents pour adresser les projets avec plus de force et plus de compétences réunies. Voilà. Et dernier slide, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. Également dans les temps, je remercie tous les pitchers parce que vraiment, vous avez bien joué le jeu. On est dans le bon timing. Et je vais laisser la parole à notre dernière intervenante pour l'ONG MEDER. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je vous remercie aussi pour l'organisation de ce webinaire. Merci de me donner la parole et merci pour votre attention. Donc, je vais dans un premier temps rapidement vous présenter l'ONG MEDER et ensuite je détaillerai un petit peu plus notre travail dans le sud de Madagascar et nos défis. Voilà, donc nous sommes une ONG internationale avec un siège en France dans la Drôme, à Chabeuil.
des bureaux enregistrés dans nos différents pays d'intervention et un siège international qui est basé en Suisse. Je vous laisse avancer. Donc, nous avons différents partenaires donc depuis de nombreuses années. J'en ai listé quelques-uns ici, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence de l'eau, le syndicat des eaux du Sud valentinois qui est engagé à nos côtés depuis de nombreuses années. Donc, c'est vraiment une collectivité avec qui nous travaillons de façon très rapprochée. Le centre de crise qui nous soutient sur certaines interventions d'urgence, des fondations, des donateurs, et nous sommes membres, bien sûr, de Coordination Sud. Si vous voulez avancer. Donc, nous intervenons dans différents pays, dans différentes situations. Donc, dans certains pays qui sont touchés par des conflits. Donc là, j'ai listé trois pays. Ensuite, sur le slide suivant, on voit qu'on intervient dans des pays qui sont touchés par des catastrophes naturelles, avec une attention particulière sur Madagascar. À Madagascar, c'est un pays dans lequel on est engagé à la fois sur le volet urgence suite au cyclone et sur un programme de développement d'accès à l'eau sur lequel je reviendrai après. Et donc, le troisième type de pays dans lesquels on intervient, ce sont des pays où il y a une superposition de problèmes et qui plongent ces pays dans des situations de vulnérabilité. Donc, voilà, le nom de ces pays vous montre l'ampleur des difficultés dans ces pays. Donc, on intervient dans quatre types, dans quatre domaines. Le premier domaine, c'est l'accès à la santé. Le deuxième domaine, c'est la nutrition, notamment auprès des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Le troisième aspect, ce sont les abris et les infrastructures. Donc, ça prend différents aspects. Par exemple, au Congo, ça peut être la reconstruction de centres de santé avec un volet WASH aussi, accès à l'eau, ou la gestion d'abris, notamment dans la plaine de la Bekaa auprès de réfugiés syriens. Donc tout ça, ça rentre dans le volet abri infrastructure. Et l'aspect qui nous intéresse plus actuellement dans ce webinaire, c'est donc le volet accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Donc le partenariat dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est notre travail qui est effectué au sud de Madagascar, dans le district de Beloa. On est engagé à Madagascar donc depuis 2002 avec notamment des programmes d'accès à l'eau, l'assainissement et à l'hygiène. Donc au début, c'était plus dans la partie est de l'île et donc depuis 2 ans dans le Grand Sud. Je vous laisse avancer. Donc dans le Grand Sud. Et donc là, on est reconnaissant pour le partenariat qui est en place, partenariat entre le syndicat des eaux du Sud valentinois, qui est la collectivité locale qui est engagée à nos côtés, qui est très motivée par nos projets, par ce projet et qui le suit de façon très attentive, et projet soutenu par l'Agence de l'eau Rhône-Alpes Méditerranée-Corse. Donc Rémi Touron de l'agence est allé en janvier sur place pour évaluer le projet, et puis il nous aide aussi maintenant à réfléchir à la phase suivante. Donc là, je vous montre rapidement ce qui a été fait donc sur la première phase qui s'achève maintenant. Donc sachant que l'objectif était bien sûr d'augmenter la santé et le bien-être de la population dans 16 villages en créant un accès durable à l'eau potable. Vous pouvez avancer. Donc, on était quand même face à une problématique d'urgence, parce que comme vous le savez, c'est une zone où il y a des grands problèmes d'accès à l'eau. Donc, on voulait rapidement apporter de l'eau aux populations et en parallèle développer un système pérenne avec des infrastructures pour que l'eau soit là de façon durable. Donc, on a commencé avec un système de distribution d'eau par camion-citerne de façon très régulière. Et en parallèle, donc, il y a eu tout un système qui a été mis en place avec près de 8 km de pipeline,
Ensuite, la mise en place d'un parc solaire pour alimenter la pompe. La construction donc du réservoir, la construction d'un kiosque pour la distribution de l'eau. Donc tout ça, c'est terminé avec tout un système gravitaire donc pour ensuite acheminer l'eau jusque dans toutes les communes. Donc maintenant, on arrive à la fin de cette première phase. Donc l'eau devrait arriver dans les prochains jours. Elle n'est pas toujours là, elle n'était toujours pas là parce qu'on avait un petit problème avec la pompe qui a pris du retard, mais dans les jours à venir, donc l'eau devrait couler. Et donc maintenant, la question, c'est d'amener l'eau plus loin. Initialement, on avait prévu un système avec un pipeline qui courrait sur 30 km, mais voilà, il y a une réflexion qui est en cours et on se dit que ça risque d'être extrêmement compliqué et extrêmement long. Donc, la réflexion est toujours en cours, mais voilà où on en est aujourd'hui. Le projet, c'est d'une part de poursuivre le travail sur l'infrastructure et l'extension du pipeline. Donc, ce projet, c'est le projet sur lequel le syndicat du Sud Valentinois est investi. Et donc, projet soutenu, projet soumis pour la seconde, qui sera soumis pour la prochaine phase aussi à l'Agence de l'eau. Projet sur lequel on aimerait trouver d'autres collectivités motivées par ce qui a déjà été fait et motivées par les perspectives pour rejoindre ce partenariat et venir renforcer l'équipe les organisations qui sont déjà impliquées. Et en parallèle, on souhaite faire deux choses, donc développer un système de distribution mobile de l'eau pour qu'on puisse continuer dans la phase de construction des infrastructures d'apporter de l'eau de façon régulière. Donc, l'objectif, c'est de rallonger les pipelines, mais on n'ira probablement pas au bout des 20 km parce que ça serait trop compliqué. Donc, il y a une partie d'infrastructure qui va se prolonger, mais a priori, on va continuer un système mobile pour les villages les plus éloignés. Donc, jusqu'à présent, cette distribution de l'eau s'est faite avec des camions oui, avec des camions. Et aujourd'hui, la réflexion est qu'on voudrait travailler sur un autre système qui permette de mieux donc utiliser la dynamique locale et que la distribution de l'eau se ferait par chartier avec des systèmes améliorés. Parce qu'il y a un risque sur les infrastructures si, d'une part, en termes de développement local, c'est quand même beaucoup plus intéressant, et sinon, il y a un risque aussi sur les infrastructures si on ne respecte pas les systèmes traditionnels de distribution de l'eau, et donc s'il y a toutes les personnes qui sont impliquées dans ce système qui se retrouvent en faillite, il y a aussi un risque sur les infrastructures. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir imaginer un système double avec des charretiers, en mettant en place des charrettes améliorées avec des outils et matériels pour l'entretien, avec des réservoirs, avec vannes d'autocomptage de la quantité d'eau distribuée. Donc, améliorer le système existant et en parallèle, donc mettre en place un système innovant et pérenne de la gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est dans cette phase de réflexion autour de cette phase 2 du projet. Et on aimerait intégrer voilà, des entreprises qui seraient prêtes à réfléchir avec nous. Donc, on a rapidement listé 4 thématiques sur lesquelles on aimerait être accompagné. La première, c'est donc la mise en place d'un système de paiement innovant avec un jeton sécurisé. La deuxième, c'est un système de robinet intelligent à énergie solaire. La troisième, c'est tout le système de base de données et d'exploitation des données. Et le quatrième pôle, c'est le développement donc, de ce système de distribution mobile d'eau jusque dans les villages les plus éloignés en collaborant avec les charretiers qui sont déjà là et en embauchant de nouveaux.
Voilà rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, merci à l'ensemble, des pitchers. Le webinaire, arrive à son terme. Je vois que voilà les échanges continuent via le chat, mais c'est pas des questions donc je vous laisse en prendre connaissance et peut-être prendre contact les uns avec les autres pour les échanges plus directs. Pour clôturer ce webinaire, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remets ici les procédures. Si vous êtes intéressé par l'appel à projet, c'est manifester votre intérêt via un formulaire de manifestation d'intérêt qui nous permettra d'identifier vos besoins et ensuite d'être recontacté par l'une des structures qui accompagnent, ou si c'est des questions plus administratives par la région directement. Je vous remets également le lien pour toutes ces questions d'éligibilité et relatives au règlement qui est aap.o@auvergne-rhône-alpes.fr. Et puis nos contacts à PSO, Resacop, Coexiste et bien sûr la région pour toute question. On est bien sûr à votre disposition. Je vois dans le chat, on a la question sur votre contact à MEDER. Est-ce que effectivement vous ne les avez pas mis sur vos slides? Est-ce que vous pourrez... Parfait. Vous répondez à ma demande avant que je la pose, c'est super. On donnera tous ces coordonnées des intervenants dans le mail post-webinaire pour que vous puissiez prendre contact avec eux. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur la plateforme Coexiste. C'est vraiment notre mission de rassembler toutes les ONG et les entreprises qui ont envie de collaborer, de co-construire des projets dans le cadre de projets de solidarité internationale. Ça vous permet de prendre contact, d'être directement en relation avec la personne appropriée et d'avoir l'appui de l'équipe Coexiste qui fait un suivi de ces mises en relation et qui peut aussi vous accompagner dans votre recherche de partenaires au-delà de la communauté, puisqu'on est encore sur une communauté récente et donc en développement. Voilà, je ne sais pas si Anna, Isabelle, vous avez également un petit mot à dire sur cette fin de webinaire. Je vois Anne-Sophie qui lève la main, je t'en prie. Oui, je voulais juste annoncer que l'on envisage une conférence sur le salon Polytech, conférence qui pourrait se poursuivre par voilà, aussi un temps de mise en relation entre ONG et entreprises, sachant que le salon Polytech est vraiment un moment phare en région Auvergne-Rhône-Alpes qui réunit l'ensemble des entreprises qui interviennent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, je pense que voilà, c'est un moment pertinent pour aller voir un peu ces nouvelles solutions qui se développent, rencontrer des acteurs. Donc, je vous invite à noter ce salon dans votre agenda. L'événement se tiendra le 11 octobre en début d'après-midi à 14 h. Voilà. Et bien sûr, l'information sera diffusée via le réseau Coexiste. Donc, vous en serez destinataire. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette information et Laetitia pour le lien de Polytech dans le chat. Parfait. Du coup, Anna, Isabelle, je renouvelle ma proposition. Est-ce que vous avez un petit mot à dire ou c'est tout bon pour vous? Et je clôture le webinaire. Non, enfin, en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses déjà de dites et notamment via les pitchs, beaucoup d'informations. Donc, non, juste dire que, en tout cas, on est là à disposition, effectivement, si quelqu'un souhaite nous solliciter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Iris, pour l'organisation du webinaire, enfin, pour l'animation, en tout cas, voilà, qui s'est très bien passée. Et merci à toutes et tous d'avoir suivi jusque-là. Merci. Merci. Oui, pardon Isabelle. Ouais, non, pas de complément, juste redire que de toute manière, l'ensemble des informations seront accessibles dans le mail qui sera renvoyé en post-webinaire, comme tu disais, et puis sur nos sites respectifs. Donc Oui. voilà,
à y accéder ou à transférer les liens si jamais vous avez besoin d'en faire part aux membres de vos équipes ou de vos associations. Voilà. Tout à fait. Eh ben, un grand merci, Isabelle et Anna, pour la préparation du webinaire et la coordination, et à vous toutes pour votre participation active. À très bientôt dans le cadre d'un futur webinaire ou d'un événement présent.